Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ITV le 1945. Nous sommes vendredi et l'actualité dominée par la fête de Tabaski qui sera célébrée ce week-end. Comme tous les ans, à cette période, les rues de Dakar se vident. Beaucoup rallient l'intérieur du pays pour passer la fête en famille. Nous serons à la gare de Bignona de Grand Yoff et vous le verrez, les voyageurs attendent ces retrouvailles en famille avec impatience. Nouvelle tenue, nouvelle coiffure et nouvelles chaussures. C'est aussi ça l'esprit de fête. Et cette année, les chaussures locales sont fortement prisées. Les commandes explosent chez les artisans qui ne demandaient que ça d'ailleurs et nous le verrons dans cette édition. L'Arabie Saoudite célèbre la Tabaski demain, lendemain d'Arafat. Les centaines de milliers de pèlerins ont prié aujourd'hui sur le mont Arafat, point culminant du Hadj. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi les images d'adieu de l'ancienne directrice du CESTI, Eugénie Rokhaya Aoundiaye, a été inhumée aujourd'hui au cimetière Saint-Lazare pour service rendu à la nation. Le chef de l'État lui a attribué la distinction de commandeur de l'Ordre national du Lion à titre posthume. Alors Dakar commence à se vider à 2 jours de la fête de Tabaski. Beaucoup rallient leur région d'origine auprès de leur famille. La Tabaski est un grand moment de retrouvailles et de partage à la rencontre des voyageurs au garage de Bignona de Grand Yoff, Ami Fall, Ami Diouf et Mafal Fall. Au garage Bignona, les apprentis et les rabatteurs dictent leurs lois. Au milieu de ce bruit, des passagers qui se faufilent entre les bus. Parmi les passagers, Djena Babajan, cette aide ménagère, se prépare pour un départ pour Ziguinchor. Depuis 6 mois, elle épargne pour répondre aux dépenses liées à la fête. Nous voulons juste soutenir nos parents. J'ai acheté un sac d'oignons et de pommes de terre. Je faisais une formation dans une entreprise et j'ai acheté un mouton pour mon père, avec l'argent qu'on m'a payé durant les 6 mois. Une situation très difficile, surtout en cette période marquée par une flambée des prix selon Khady Badji, mais aucun regret selon elle. Nous avons laissé nos parents au village. Il est de notre devoir de subvenir à leurs besoins. Pour la fête, tout ce que nous demandons, c'est leur bénédiction. Comme nous avons l'habitude de le dire, quand les parents sont contents, Dieu est content. Ces usagers doivent aussi faire face au coût élevé du ticket pour le voyage. Le chauffeur exagère vraiment. Pour le minibus, il nous demande 15 000. Le bus à 13 000 et les cars Ndiaganyaï à 12 000 francs CFA. Nous payons même pour les bagages. Pour une petite valise, ils peuvent te demander de payer 4 000 francs CFA. Ce sera difficile quand on est en famille surtout. 15 000 francs passe, plus bagages. Pour allier leur terre d'origine et fêter la Tabaski en famille, ces personnes réunissent ciel et terre pour un seul but, satisfaire les parents qui sont restés au village. Et les vagues de départ se font en même temps. Alors prudence sur les routes. Le directeur de la nouvelle prévention routière invite les automobilistes à rouler à des vitesses, à des niveaux de vitesse raisonnables. Martha Faye sur iRadio. Depuis hier, les Sénégalais commencent à se déplacer, ça commence à bouger, mais il faut dire qu'en fait une bonne partie effectivement de cette population ne commencera à quitter véritablement la capitale qu'aujourd'hui et demain. Quand on regarde bien la configuration des différentes régions, on voit qu'effectivement Dakar a la plus grosse part, parce que presque 80% du parc automobile est à Dakar et personne n'habite à Dakar. À ce jour, il n'y a pas d'accidents mortels, peut-être des accidents matériels, c'est de la toile froissée, mais c'est vrai qu'en fait, si tout le monde quitte en même temps et que chacun va arriver le plus tôt possible, c'est là qu'il risque d'avoir des problèmes. Il y a un message à lancer à l'endroit des automobilistes, c'est de leur recommander la prudence et lorsqu'ils sont fatigués, qu'ils se reposent, lorsqu'ils ont sommeil, qu'ils arrêtent de conduire et effectivement qu'ils restent concentrés à la conduite qui est une activité première, qui est une activité essentielle parce que c'est une activité à part entière.
Le contexte d'inflation impacte bien entendu les ménages. L'oignon et la pomme de terre sont toujours inaccessibles, de même que les autres produits de grande consommation, d'où l'appel du vice-président de la SCOSEN. Boba Cissé demande à l'État d'encadrer ces prix. Je propose de l'écouter. À 48 heures de la Tabaski, nous avions été dans les marchés et nous avons constaté que la pomme de terre s'échangeait à 15 000 francs. Alors que ce même sac de 25 kg est acheté en banne à 9 000 francs, ce qui est exorbitant comme spéculation. Quant à l'oignon, qui est cultivé au niveau de Potou, le sac de 25 kg qui coûtait 4 500, maintenant s'échange à 10 000 francs. C'est pourquoi nous avions toujours demandé que pendant les périodes de forte demande, que les prix de la pomme de terre et de l'oignon soient encadrés. Nous n'avons pas été suivis par le ministère du Commerce. Mais ceci prouve à suffisance que nous avions raison de demander l'encadrement. Quant au bélier, si l'offre est suffisante, les prix vont baisser. Et nous avons bon espoir que les camions qui nous viennent du Mali continuent à nous approvisionner suffisamment d'ici demain. Et quand on parle de fête de Tabaski, on parle aussi de l'habillement et l'on s'intéresse à la production de chaussures locales qui connaît cette année un bond. Le marché est assez mitigé. Les artisans, très sollicités, ceux qui sont au marché Tilène, ont presque épuisé leur stock. Voyez ce reportage de Aïssa Toukan et Augustin Mandan. Sur toute l'allée de la rue 11, angle Blaise Diagne, des places de professionnels du cuir. Sur l'une d'entre elles, des cordonniers plongés dans le travail de confection et des clients venus récupérer leurs commandes. Hélas, en cette période de Tabaski, une chose tracasse les cordonniers, la cherté des matériaux. Tout le matériel que nous utilisons ici est cher. Le prix de la semelle est passé de 2 000 à 3 000 francs CFA. La colle aussi coûte maintenant 3 000 francs. Tout est cher et je ne peux pas me permettre d'augmenter les prix. 51 ans que cet artisan excelle dans le milieu, Saliou, comme ses camarades, est ravi de la dominance des chaussures locales sur le marché, au bonheur de ses cordonniers, mais aussi des consommateurs. Nous arrivons à nous en sortir. Les clients viennent de partout. Ils savent maintenant que nos marchandises sont de bonne qualité. Ici, tout le monde peut s'offrir une paire de chaussures. Nous, les cordonniers, faisons partie de ceux qui font développer le pays. On s'en sort pas mal. À côté, en train de confectionner des chaussures pour hommes, Bamba, contrairement à Ibrahima, est contraint d'augmenter le prix de ses chaussures pour s'en sortir. Je suis obligé d'augmenter les prix de mes chaussures car les matériaux coûtent cher. Les prix sont passés du simple au double. Les clients qui veulent de la qualité vont venir acheter. La fête du mouton s'annonce à grands pas et des Sénégalais ont perçu le sens du consommé local. Les cordonniers arrivent à écouler leurs marchandises, mais avec la cherté des prix de leurs matières premières, ils sollicitent le secours des autorités publiques. Merci beaucoup Aïssa Toukan pour ce reportage. Après la fête, le Sénégal compte améliorer son cheptel. Le ministère de l'Élevage a à cet effet réceptionné des moutons de race Bizette offerts par la France. Une race exotique à haut potentiel génétique qui s'acclimate aussi chez nous. Les détails, c'est avec Babacar Seck. Le ministère de l'Élevage a réceptionné 3 moutons de race Bizet qui proviennent de la France. Cette race, élevée pour sa viande et son lait, peut s'adapter au Sénégal. C'est un mouton qui est très rustique, donc qui peut s'acclimater, s'habituer à des conditions climatiques et à des environnements très différents, d'une part. C'est un mouton ensuite qui est dit très facile dans la manière dont on s'en occupe, à conduire dans les troupeaux et puis dans le quotidien du travail avec ces moutons-là. Et puis, troisième qualité, mais il en a peut-être d'autres, certainement d'autres, c'est un mouton qui peut à la fois produire de la viande et produire du lait. Et donc, on peut l'utiliser pour beaucoup de raisons, dans beaucoup d'environnements. Pour mesurer le niveau d'adaptation des moutons Bizet, ils seront envoyés au centre d'impulsion et de modernisation de l'élevage de Mbakhana.
Ces moutons-là seront élevés au niveau du CIMEL de Mahana dans la région de Saint-Louis pour mesurer, apprécier en tout cas son degré d'adaptation par rapport au contexte du Sénégal. Une fois que les résultats seront maintenant positifs, nous allons en tout cas aller en milieu réel, en rapport maintenant avec les organisations d'éleveurs qui seront en tout cas les bénéficiaires de cette activité, de cette opération pour mettre à l'échelle justement cette race au niveau du Sénégal. À l'image de l'introduction réussie des jeunesses gestantes pour la production de lait, le mouton bisé peut contribuer à l'amélioration des races locales avec des croisements. Et notez aussi que l'Arabie Saoudite va fêter la Tabaski demain et des centaines de milliers de musulmans ont prié aujourd'hui sur le mont Arafat, point culminant du Hajj. Et nous avons pu joindre dans la matinée Ouraicham Prera sur place, la présidente de la commission communication du Rénofus. À Arafat, ici sur le mont, pour faire leur retraite spirituelle durant cette journée de Arafat. Aujourd'hui, une journée particulière qui coïncide avec un vendredi, qui coïncide avec les 10 meilleurs jours de l'année. Aujourd'hui, une journée qui symbolise beaucoup de choses au plan spirituel parce que les gens sont fortement concentrés entre l'apprentissage du Coran, le zikr, le recueillement et le istighfar. Donc les Sénégalais se sont retrouvés ici parmi les tentes et vraiment c'est dans la grande ferveur et dans la grande discipline que les pèlerins sénégalais se recueillent, commémorent cette journée de Arafat ici sur le mont. Donc il fait extrêmement chaud à l'instant où je vous parle, il fait extrêmement chaud ici à Arafat aujourd'hui. C'est pour cela que les gens souffrent de la chaleur mais ne s'en rendent même pas compte tellement ils sont concentrés sur le plan spirituel. Tout autre chose à présent, les pénuries d'eau sont désormais un mauvais souvenir à Noto Diobass. 14 villages vont désormais s'approvisionner à partir du KMS 3. Les ouvrages ont été réceptionnés aujourd'hui. Isidore Alexandre Sen, correspondance. Diobass connecté à Keur Momar Sarr 3. Du moins, 14 villages prennent leur source dans le réseau. Plus de 30 000 consommateurs concernés. Alimentation en eau à partir des forages qui ont été construits dans le champ captant de Tasset, mais dans la commune de Noto Diobass, avec des systèmes de réservoirs, de conduite de transfert d'eau pour un investissement de 12 milliards 300 millions de francs CFA. À partir de cet investissement structurant qui rentrait dans le cadre du projet de Keur Momar Sarr numéro 3 et du projet eau et assainissement en milieu urbain, c'est près de 35 000 personnes qui sont touchées par ce nouveau système d'alimentation en eau. Le ministre de l'eau et de l'assainissement revient sur la facturation au mètre cube. 14 villages parmi lesquels Tchéo, parmi lesquels Mbomboy, parmi lesquels Babak, où nous sommes aujourd'hui de bénéficier d'une eau de qualité. Il a été pris les dispositions de facturation qui feront que la société fermière du périmètre urbain, notamment Sen'Eau, et la société fermière de la DSP, de la délégation de services publics, Noto Josmon Palmarin, CO, puissent facturer un prix de gros à Aquatec, qui se chargera de facturer aux populations un prix au mètre cube. Notre mètre cube équivalent à 1000 litres de 250 francs CFA. Le fermier Aquatec rassure, et sur l'entretien et sur la distribution de l'eau, toutes les dispositions sont prises pour un approvisionnement correct. On a une collaboration entre l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale dans la zone de Noto Diobass. Donc aujourd'hui, par rapport au déficit de production ou bien par rapport au cesse hydrique que connaissait la zone de Noto Diobass, on a eu la chance d'être accompagné par la SONES à travers les instructions du ministre pour qu'on ait un apport de production. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos abonnés que nous desservons vont avoir de l'eau
en quantité et en qualité. La SONES, bras armé du gouvernement du Sénégal en matière d'eau, a investi 250 millions de francs CFA pour connecter 14 villages dans la commune de Notto Diobass. Mais à côté, certaines populations attendent de bénéficier de la même faveur. La connexion de ces villages au réseau KMS3 est donc un gros soulagement pour ces populations. Une satisfaction exprimée par le maire de la commune, Alioune Sarr, par ailleurs ministre du Tourisme. Écoutez. Après avoir souhaité la bienvenue à M. Serigne Mbaye Thiam, lui exprimer au nom des populations de Notto Diobass toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir brillamment porté ce projet d'accès à l'eau potable ici dans la commune de Notto Diobass. Je voudrais également que M. le ministre Serigne Mbaye Thiam soit notre interprète auprès de son Excellence M. le Président de la République Macky Sall pour sa volonté exprimée plusieurs fois en Conseil des ministres de résoudre la question de l'eau dans la commune de Notto Diobass, qu'il a transmis cette volonté à M. Serigne Mbaye Thiam et qu'il a exécuté avec brio à travers ses services, notamment la SONES. Cet investissement, comme l'a rappelé M. le ministre, règle la question de l'eau à une population estimable de 35 000 personnes, puisque c'est près de 60% de la population qui est aujourd'hui concernée, impactée par cette canalisation. Vous avez tous suivi il y a quelques mois de cela, j'allais même dire il y a quelques années de cela, la difficulté criarde d'accès à l'eau qui existait ici dans la commune de Notto Diobass. Donc cet investissement, pour nous, c'est un investissement majeur qui va transformer durablement non seulement la qualité de vie des populations, mais également va transformer simplement la commune. Et nous pensons simplement, et nous adhérons parfaitement à la recommandation de M. le ministre, que nous puissions justement faire une gestion économe de cette eau, également gérer les infrastructures, et surtout cela, surtout souvent qui essaient à travers certaines activités qui ne sont pas conformes, en tout cas gérer vraiment cette infrastructure et cette eau. L'autre titre de ce vendredi, Eugénie Lokaya Aounjaï repose désormais au cimetière Saint-Lazare de Bethany. L'ancienne directeur du CCAU3 a des hommages populaires. À titre posthume, le chef de l'État lui a décerné le titre de commandeur de l'Ordre national du Lion. Migui Maram Ndiaye a assisté à la messe d'adieu ce matin. Moment solennel à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Des fidèles catholiques et musulmans en communion pour prier pour le repos éternel de la présidente du tribunal des pairs du CORED. Elle a été élevée au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion par le président de la République. Ces décorations sont en général données à des personnes qui ont rendu d'éminents services à notre pays. Et je pense que Eugénie l'aura fait. C'est la raison pour laquelle vous avez vu un public nombreux assister à cette messe, une belle messe au cours de laquelle nous aurons tous ensemble prié pour le repos de son âme et pour que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis. Toute sa vie durant, l'ancienne directrice du CESTI était au service de la presse sénégalaise, une fervente militante de la reconnaissance du mérite des femmes. Elle nous a toujours exhortés à l'excellence, à la probité, à la dignité et à l'intégrité. Maintenant, ça c'est Eugénie, le côté que tout le monde connaît. J'aimerais bien m'appesantir sur un côté que les gens ne connaissent pas bien. C'est cette Eugénie, cette belle âme qui a la main sur le cœur. Eugénie a pensé tellement de blessures. Eugénie a adouci tellement de peines, particulièrement auprès des étudiants étrangers du CESTI qui avaient parfois des difficultés à mener correctement leurs études du fait de difficultés matérielles. Elle a été donc de celles qui ont ouvert l'accès aux responsabilités administratives aux femmes dans l'université. C'est une grosse perte pour la nation, je dirais. Elle a formé et encadré plusieurs générations de journalistes au Sénégal et en Afrique et un peu partout dans le monde. Voilà, c'est pourquoi nous nous inclinons devant sa mémoire et pour que également son héritage reste pour les générations actuelles et les générations à venir. De la morgue au cimetière en passant par la cathédrale Notre-Dame des Victoires, des prières ont été formulées pour le repos éternel de cette icône de la presse sénégalaise. Elle laisse derrière elle un tribunal des pairs orphelins.
repos éternel donc Migima Ramjaya, Eugénie Lokaya, ancienne directrice du CECI. Dans le reste de l'actualité, pour son avant-première nationale, Twist à Bamako a été projeté à Canal Olympia Teranga de Dakar, un film d'époque épique qui nous entraîne dans un pan de l'histoire. Le réalisateur sert un hymne au combat socialiste par une ode à l'amour dans une écriture cinématographique de haute volée. Awa Diop et Barasso ont suivi la projection. Twist à Bamako, le long métrage de 2h10 est un chef-d'œuvre fictionnel moulé dans du drame et de la romance enchanteresse. Le réalisateur marseillais opère ainsi une parade par la sensualité et les étranges péripéties de l'amour pour rendre compte du tragique qu'a constitué l'échec des indépendances. Très clairement, l'histoire est venue de l'exposition de photos de Malik Sidibé, qui était surnommé l'œil de Bamako, qui a fait beaucoup de photos dans les boîtes de nuit où les jeunes dansaient à ce moment-là, au moment de l'indépendance. Et ça correspondait vraiment au moment de l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques années comme ça de fêtes révolutionnaires, on pourrait dire. Voilà. Donc non seulement c'était la joie de l'indépendance, mais c'était la joie d'essayer de créer une société meilleure, une société où on partageait plus la richesse. C'est-à-dire, j'allais dire, c'était le twist, mais c'était le twist pas que dans les corps, c'était le twist dans les idées aussi. Les gens réfléchissaient, construisaient des écoles, essayaient d'aller de l'avant. Enfin, je pense que c'est une très très belle période pour l'Afrique et pour le monde entier. Et donc je crois dans ces cas-là que quand des choses ont été belles dans l'histoire, je crois qu'il faut toujours les remettre au goût du jour, il faut les réévaluer, les réexaminer. Donc faire un film est un moyen de se réapproprier l'histoire. Parfois c'est un moyen, les films ont des vertus pédagogiques. La société de production sénégalaise Caroninka de Angèle Diabang, par ailleurs coproducteur du film, a assuré le volet production exécutive du tournage. Une belle expérience pour la productrice qui ne cache pas sa fierté pour ce chef-d'œuvre. Le fait qu'on ait d'abord de devoir constituer plusieurs décors de 1960 et de constituer un Mali qui se trouve dans un Sénégal mais dans différentes villes et dans différents villages et de garder la continuité et que quand les gens verront le film, je pense que quand vous l'avez vu, un temps soit peu vous vous êtes cru au Mali. Et ça, c'était un vrai challenge de réussir à créer un même Mali entre Podor, Saint-Louis, plusieurs villages à Podor, plusieurs villages autour de Saint-Louis et plusieurs villages autour de Thiès. Ça, c'était le principal challenge. Mais aussi, l'autre chose, c'était qu'on a tourné en plein Covid. On a commencé, au bout de 3 semaines, il y a eu le Covid, il fallait arrêter et puis reprendre quand le Covid a commencé à se calmer un peu. Protéger les techniciens, tourner en plein Covid, avoir des cas de Covid, les gérer pendant le tournage, faire en sorte que les gens ne s'effondrent pas, faire en sorte que les autres ne soient pas contaminés et parfois ne sachent pas. Donc ça c'était une vraie expérience, en tout cas une belle expérience pour moi de femme, de travailler avec une équipe de près de 70 personnes où il y a la majeure partie sont des hommes et la majeure partie sont beaucoup plus âgés que moi. Donc c'était une école, voilà, c'était un vrai challenge. Elle est l'une des actrices de ce long métrage, l'animatrice à ITV Aïcha Dramé, visiblement nostalgique des beaux jours du tournage de ce film, parle elle d'une belle expérience, riche en émotions. C'était un vrai moment de partage, de découverte et il y avait une certaine cohésion dans l'équipe, une vraie cohésion dans l'équipe je dirais. Et les parties qui nous concernent ont été tournées à Podor, au bord du fleuve, ce qui fait qu'on était carrément dans une autre atmosphère et avec des bâtiments d'époque, ça fait vraiment un bond en arrière. Donc ça fait bizarre de regarder ça une fois que c'est réalisé. Et puis avec la fin du film, on se rend compte qu'on a quitté pour le Mali une indépendance des colons pour tomber sous le joug des djihadistes en ce moment que vit le Mali. Et on prie Dieu que cela cesse, que les populations maliennes, africaines en général, puissent retrouver leur souveraineté et le peuple la paix.
Pour la petite histoire de Twist à Bamako, nous sommes en 1962 au Mali. Samba, un jeune homme âgé de 20 ans, est engagé dans le bouillonnement et la diffusion des idées socialistes dirigées par le président Modibo Keïta. Il parcourt les zones rurales pour enrôler les paysans dans le combat communiste. Sur ces chemins de la révolution, il rencontre la belle Lara, mariée de force au fils d'un dignitaire de son village. Le coup de foudre s'en mêle dans un rythme de twist. Une vie de rebelle la journée, une vie en dilettante la nuit, ce long métrage rappelle l'unité qui devait prévaloir pour bâtir la nation, une réelle indépendance et une société d'équité, selon le réalisateur. Merci beaucoup Awed Diop pour toutes ces précisions sur le film Twist à Bamako. Quelques actualités internationales en images. En Angola, d'abord, l'ancien président José Eduardo dos Santos est mort en Espagne. Il avait régné pendant 37 ans sur l'Angola avant de finalement mettre fin en 2018 à sa longue carrière politique. Il est donc décédé dans une clinique de Barcelone où il était hospitalisé suite à un arrêt cardiaque le 23 juin dernier. Au Japon, l'émotion est énorme depuis l'assassinat ce matin de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Il a été en arrêt cardio-respiratoire pendant plus de 7 heures. Le tireur est passé aux aveux. Il s'agit d'un habitant de Nara, la ville où s'est déroulé le drame. Un ancien militaire âgé de 41 ans qui a servi pendant 3 ans dans la marine japonaise. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. À bonne suite des programmes sur ITV et à demain pour l'édition du soir.